Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marie Brabant. Bonjour. Bonjour. Jean-Marie Brabant, vous êtes chef de corps de la zone de police Montgomery et vendredi, vous allez quitter vos fonctions. Et en fait, je voudrais profiter de ce départ et de votre présence pour un peu passer en revue 42 ans de travail au service de la population, d'abord comme gendarme, puis comme policier. Ça fait 15 ans que vous dirigez la zone Montgomery, c'est les deux Woluwe et Etterbeek. Et donc vous partez fin de semaine pour la retraite et pour laisser la place au commissaire Michael Joniot, qui vient de la police de la route. Alors, d'abord, une carrière de 42 ans, comme ça, dans la gendarmerie et dans la police, c'est toute l'histoire de Bruxelles et de sa police qui passe comme ça pendant 42 ans. Quel est le moment fort pour vous de ces 42 ans ? Il y en a eu plusieurs. Des pénibles. Mon premier jour à la BSR de Bruxelles, le 29 mai 85, avec le drame du Heysel. Des moments de doute, l'enlèvement du ministre d'État VDB, les conseils donnés à la famille, les tractations, a-t-on bien fait de payer ou pas, voilà, et des moments plus heureux, l'enlèvement d'Ulrika Bidegaard qu'on parvient à résoudre en 4-5 jours de temps. Voilà, ce sont des satisfactions, des enquêtes qui ont réussi, négrier de la construction et autres. Voilà. Un beau palmarès. Ben, je suis content avec une équipe, bien entendu. C'est jamais un homme seul qui réussit une enquête. Alors, vous me disiez tout à l'heure, hors antenne, que finalement, on est assez peu félicité. En tout cas, dans la gendarmerie, on l'était assez peu, et dans la police, pas davantage. Et vous avez été félicité 2 fois officiellement. Oui, l'une pour la découverte c'était de l'époque des CCC, pour la découverte de l'appartement conspiratif situé rue des Cottages, et l'autre justement pour l'élucidation de l'enlèvement et la libération d'Ulrika Bidegaard. Donc 2 fois, vous avez été clairement et officiellement remercié. Votre regard sur votre carrière, vous vous dites, vous êtes fier de votre carrière, vous dites, est-ce qu'il y a un mea culpa à faire, est-ce qu'il y a un regret ? Non, il n'y en a pas. Je pense que voilà, on a eu des moments difficiles et tout, mais on a toujours pu travailler avec des collègues, avec des autorités qui étaient respectueuses et à l'écoute. Non, moi je suis content de la carrière et ce serait à refaire. Je la referai en mettant mes pas dans ceux que j'ai inscrits maintenant, mais en étant peut-être attentif à l'une ou l'autre chose qu'on pourrait mieux faire. Alors tout à l'heure, vous parliez de votre premier jour à la BSR où c'est le drame du Heysel. L'année 85 a été une année clé parce qu'il y a eu le Heysel, il y avait les CCC, il y avait les tueurs de Brabant, il y avait beaucoup d'actualités. Aujourd'hui, on se retrouve avec une forte actualité aussi avec les attentats, le terrorisme. Est-ce que vous trouvez un certain parallèle entre ces 2 périodes ? Mais, si, le mot terreur, bien entendu, attentat, mais on était, à l'époque des CCC, dans un terrorisme que je qualifierais de plus institutionnel. On visait des groupements, on visait des bâtiments, on visait des groupes qui participaient dans la mondialisation à l'armement ou qui collaboraient avec les États-Unis, alors que maintenant, on est dans un terrorisme qui va du professionnel avec les bombes qui peuvent être placées, comme ça a été le cas à Zaventem et à Malbeek, mais d'autres qui vont se saisir d'un couteau et qui, sans même avoir, je dirais, acquitté leur contribution à Daesh, vont s'en revendiquer et frapper sans qu'on ne puisse anticiper et prévenir ce genre de choses. Donc la menace est beaucoup plus diffuse, elle est beaucoup plus large, elle touche davantage qu'à l'époque, me semble-t-il. Et aujourd'hui, la menace, elle touche parfois même des policiers, comme on l'a vu à Charleroi, ou des militaires. On voit qu'ils sont des cibles de Daesh et de l'État islamique. Est-ce que là, il y a une peur vous êtes un policier d'expérience, mais est-ce qu'il y a une peur dans le corps de police par rapport à ces dangers-là ? Il y a une inquiétude et elle est légitime, parce que le policier, même si en ce qui le concerne, beaucoup vont dire, ben voilà, ça fait partie, c'est quelque part quelque chose qui est inhérent au métier. Ça vous énerve quand on dit ça ? Ça fait partie de votre boulot ? Non, moi pas, parce que je le considère comme tel. Mais il faut bien se rendre compte, et c'est là le souci de beaucoup, qu'il y a une famille derrière, qu'il y a des enfants qui peuvent aussi se retrouver, ça s'est vu en France, victimes ou témoins de l'attentat mené contre le policier.
Et puis de se dire, que va-t-il se passer? Comment mon épouse va s'en sortir? Comment est-ce que les enfants vont évoluer? Cette crainte-là, voilà, il faut malheureusement arriver à l'intégrer, à vivre avec, parce qu'on n'a pas de solution. Alors on voit dans la presse ou même sur Internet, on voit aussi tout ce que pensent faire un jour des terroristes. Et on disait maintenant, il faut faire attention aux voitures de police, elles risquent d'être piégées. Les militaires qui sont ciblés par Daesh, je vous disais tout à l'heure. Tout ça, c'est quand même une menace assez nouvelle. Comment on se débrouille, comment on se défend avec cette menace? Elle est nouvelle, on l'appréhende bien entendu au travers des analyses de risque que nous devons faire lors de chaque engagement, lors de chaque mise en œuvre. Cette analyse de risque, elle est partagée. Un chef d'équipe doit l'intégrer au départ du service, lors de ses interventions. Le drame, bien entendu, c'est que la routine prend très rapidement le dessus. On a oublié qu'on est toujours en niveau 3 à l'heure actuelle. Les citoyens, eux, les premiers, veulent que la vie se déroule comme avant, que la sécurité soit garantie de la même manière. Et ça, ce n'est malheureusement pas possible. Mais ça, vous ne pouvez pas, vous, l'oublier qu'on est Nous ne pouvons pas. Comme professionnels, nous ne pouvons pas. Alors, évidemment, vous avez connu plein de réformes. Vous avez mis en place une réforme. Vous avez connu l'avant et l'après de la réforme des polices. Alors maintenant, il y a 6 zones à Bruxelles. Il y a une police locale. Est-ce que vous estimez que c'est réussi? Est-ce que la police locale est une police de proximité comme on l'avait rêvé? Est-ce que ces 6 zones de police à Bruxelles, est-ce que c'est une réussite? Je pense que c'est d'une part davantage aux citoyens et puis aux responsables politiques de s'exprimer. Sur un plan personnel, moi je considère que oui, on est devenu plus professionnels que nous l'étions à l'époque, et heureusement parce que l'environnement s'est complexifié aussi. Je pense que les chiffres de criminalité, pour prendre un indicateur qui n'est pas une valeur absolue, démontre qu'on a quand même pesé sur cet élément-là qui est un facteur de bien-être et de mieux vivre ensemble. Donc je pense que oui, ça a été positif. Ça a créé des tensions, ça a créé des soucis, ça a remis toute une série de choses en question. Il y a des collègues qui ont très mal vécu ce changement, l'abandon d'une police communale qui avait quand même un côté plus familial qu'une zone où on se retrouve les effectifs allant de quelques 500 à plus de 2500 personnes pour la plus grande zone Bruxelles-Capitale XL. Les relations, il va sans dire, ne sont plus du tout les mêmes. Mais vous avez aussi dû vivre d'autres choses, c'est-à-dire travailler avec 3 bourgmestres. Comment ça se passe quand on travaille avec 3 bourgmestres? Ça doit s'apprendre, et ça, on n'avait pas de petit manuel, on avait des cours pour beaucoup de choses à la gendarmerie, mais là, on n'avait pas anticipé ce volet-là. Parce que vous n'aviez pas des gens faciles au début, vous aviez Georges Désir, Jacques Van Denot, c'était pas des gens faciles. Mais c'était des personnes qui avaient été patrons de leur police des années durant et qui entendaient le rester. Or, dans la configuration, dans la nouvelle configuration, ne serait-ce qu'à leur niveau, le pouvoir devait se partager. Alors, les relations aujourd'hui avec le fédéral, c'est pas si évident. Souvent, à la fois les bourgmestres et les chefs de zone se plaignent, on n'a pas assez d'effectifs et tout ça. Est-ce que vous trouvez que le fédéral s'occupe assez bien du niveau local? Le fédéral, vous entendez police fédérale ou ministère de l'Intérieur? Ministre de l'Intérieur, ce n'est pas vraiment sa préoccupation première. Son corps de police, c'est la police fédérale. Et là, il faut reconnaître que les objectifs budgétaires font qu'on n'y est plus du tout. Avec 22% de déficit au niveau personnel, des coupures de l'ordre de 5% par an sur le fonctionnement et l'investissement de la police fédérale, on n'y est pas. Et donc, ce que la police fédérale ne fait plus ou ne sait plus faire, ce sont les corps de police locaux qui doivent le prendre avec les deniers des communes. Et là, il y a quelque chose de profondément déséquilibré et peu honnête. Aujourd'hui, vous craignez pour l'avenir, vous disiez peu honnête. Vous avez l'impression que ça va aller plus mal pour les polices locales? Je pense que si les choses ne changent pas au niveau du fédéral, on va se rendre compte à un moment donné que payer ce qu'on paye pour la police fédérale, pour les services qu'elle rend, et le fait qu'elle n'est plus en mesure d'offrir des marchés cadres à la police locale, que le corps d'intervention n'est plus équipé, n'est plus entraîné, on va se dire,
Est-ce que ça a une utilité? À quoi c'est ce que ça sert encore? Ouais. Mais on est dans un pays compliqué aussi, hein, puisque tout le monde est intéressé par la sécurité. On l'a vu suite aux attentats. La région bruxelloise est aussi compétente en matière de sécurité aujourd'hui. Et comment ça va se passer dans les années à venir? Ben là, je suis perplexe. Je ne veux pas dire que je suis inquiet, parce que l'histoire a démontré qu'on parvient à s'adapter à beaucoup de choses et qu'on a une créativité, une imagination à nul autre pareil. Mais à l'heure actuelle, avec un ministre-président qui a des compétences, avec les organismes d'intérêt public qui sont compétents, avec une conférence des bourgmestres, avec un collège, avec un président de collège, on a l'impression qu'on est un petit peu le gland de l'âge de glace que tout le monde veut saisir et utiliser. Et là-dedans, vous avez oublié les militaires qui sont quand même dans les rues et qui travaillent avec vous. Oui, qui travaillent avec nous, qui sont là pour protéger une série d'objectifs, et heureusement qu'ils sont là. Mais pour moi, cette présence est plus symbolique en termes de sécurité que réelle, parce qu'ils ne garantiront jamais une sécurité absolue, et pendant ce temps, les pauvres ne s'entraînent plus, ne sont plus prêts. Le jour où ils devront être déployés à l'étranger, je ne sais pas ce que ça aura comme résultat. Alors vous partez vendredi, vous remettez les clés à votre successeur, qu'est-ce que vous allez lui dire? Bon courage. Et il faut combien de temps pour faire un bon policier? 42 ans, Jean-Marie Brabant? Non, heureusement. Maintenant, tout dépend du domaine dans lequel il va devoir fonctionner. Je pense qu'en l'espace de 2 ans, on arrive à avoir les bases pour fonctionner correctement. Maintenant, les choses sont devenues beaucoup plus complexes quand je vois, lorsque je suis rentré, ce qu'il fallait connaître. Entre-temps, on a eu la loi Franchimont, on a Saldus, on a le rôle des avocats. Donc, les choses sont nécessairement plus complexe et donc nécessite plus de temps. Merci Jean-Marie Brabant, merci de nous avoir consacré quelques dernières précieuses minutes de votre temps de travail, et vendredi c'est l'acquis. Demain je recevrai Julie De Groot. Bonne journée et bonne soirée.